Nicolas Sarkozy aux côtés de Jacques Chirac, c'était cette semaine à Libreville au Gabon, aux obsèques d'Omar Bongo. Une importante délégation française a fait le déplacement, signe des intérêts de la France dans son ancienne colonie. Dans un instant, on verra le reportage de notre envoyée spéciale Virginie Hertz. Bienvenue à tous dans notre semaine en Afrique. Dans un instant, nous allons donc aller à Libreville. Les Gabonais qui vivent aujourd'hui entre espoir et inquiétude. Nous irons également en Côte d'Ivoire avec le coup d'envoi de la campagne électorale. La présidentielle, c'est le 29 novembre. Vous verrez le reportage de notre correspondant à Abidjan, Norbert Navarro. Et puis à découvrir également un documentaire sur le chanteur sénégalais Youssou N'Dour. C'est la fin d'une ère au Gabon, c'est la fin du règne d'Omar Bongo qui a dirigé le pays durant 41 ans. Ils sont nombreux les Gabonais à n'avoir connu que Papa Bongo, comme il l'appelait. Alors qui pour le remplacer, qui pour lui succéder? C'est toute la question. Aujourd'hui, pour l'heure, le pays respecte la Constitution. C'est la présidente du Sénat qui assure l'intérim depuis le 10 juin. Elle a 45 jours pour organiser des élections. Virginie Hertz était à Libreville aux obsèques où l'on parlait déjà succession. Voyez son reportage. Ambiance fin de règne au palais présidentiel de Libreville. Alors que d'un côté on rend un dernier hommage officiel à Omar Bongo, dans les coulisses ont déjà lieu les premières intrigues autour de sa succession. Vous êtes en train de comploter ou... Non. Non, je vous salue toujours. Comploter contre qui? Non, mais je sais que vous êtes candidat, mais il faut commencer à faire... Je ne suis pas candidat, mais il faut commencer à faire la pub, si vous voulez. Mais avec vous, et ce n'est pas le moment. On ne sait jamais, il peut avoir une bonne proposition pour moi. Il y a un temps pour tout. Je suis d'accord avec vous. On termine d'abord. À partir de ce moment-là, on ne peut pas tout dire en même temps et partout. Et l'heure des candidatures, ce sera quand? Quand le moment sera venu. Merci, Monsieur le Président. C'est gentil. Opposants et proches du régime, tous sont là. Chacun à sa manière cherche à se placer. Après le décès du président, les cartes du pouvoir vont être redistribuées, mais le délai des élections reste incertain. La Constitution dit qu'on doit aller dans les 45 jours. Je ne sais pas si on sera fin prêt, mais ce qui risque de se passer, on aura sûrement, ça sera un cas de force majeure, peut-être pour remettre tout en place, mais ce que nous savons, c'est que nous allons respecter la Constitution. Mais loin du palais présidentiel, la population doute du déroulement de la transition. Nous, comme vous le connaissez aussi chez nous en Afrique, les élections libres et transparentes, ça n'a jamais existé. Parce que la gouvernance est de main à main. Soit c'est du père au fils, soit du père, du président à l'ami, soit c'est du président au plus proche, quoi. Donc ça tourne seulement rond. Au Gabon, certains problèmes sont récurrents, comme l'état des routes. Dans l'ensemble du pays, en 40 ans, à peine 1000 km ont été goudronnés. Et à certains endroits, comme dans ce faubourg de la capitale, les dégradations ne sont pas réparées. Ils n'ont pas cru un seul instant que le Gabon devait être comme cela. Le pays de l'argent. Regardez comment sont les routes. Les gens sont en train de sauter comme des crapauds pour se rendre d'un côté à l'autre. C'est pas normal. Cette route avait déjà été financée pendant 2 ou 3 fois. Mais on ne sait pas dans quelle destination est allé cet argent. Bon, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous sommes sceptiques. Nous ne savons pas si cette route sera encore une fois arrangée. Les élections, vous croyez que ça peut changer quelque chose? Si ce sont les mêmes personnes, ça ne changera rien. Ce serait toujours la même politique laissée par Omar. Bon, on espère que le nouveau président qui sera mis en place pensera un peu au mieux-être des Gabonais, pas à leur mieux-être d'abord. Et en attendant le changement, ce sont les habitants eux-mêmes qui tentent de réparer la route avec les moyens du bord, en espérant que leur dévouement servira d'exemple à leur nouveau chef d'État. Le successeur du président Bongo aura beaucoup à faire pour la population qui n'a pas grandement bénéficié des richesses du pays. Plus de 70% des Gabonais vivent aujourd'hui avec moins de 2 $ par jour. Depuis 40 ans, le Gabon a construit sa prospérité sur l'exploitation de ses exceptionnelles matières premières, bois, manganèse, minerais de fer et surtout pétrole, dont de nouvelles découvertes sont annoncées régulièrement. Malgré ces richesses naturelles, la moitié de la population vit toujours au-dessous du seuil de pauvreté. L'État gabonais a toutefois réussi à construire des infrastructures de qualité et à payer régulièrement ses médecins, ses enseignants, ses juges et ses policiers.
En revanche, le pays n'a pas créé suffisamment d'emplois malgré une fonction publique pléthorique, une crise de l'État-providence diagnostiquée en son temps par le président Bongo. L'État-providence que nous avons pensé construire a été un échec. Nous savons à présent que l'État, en se faisant investisseur, gestionnaire d'une partie du secteur productif et pourvoyeur principal d'emplois, dispersait son autorité et devenait inefficace. L'argent du pays a servi à construire routes et chemins de fer, notamment le Transgabonais qui permet d'exploiter les mines de manganèse. Mais la corruption et l'évaporation financière représentent l'autre grave problème du Gabon. Ici comme ailleurs, les élites se répartissent une part substantielle de la rente. Le président Bongo a réussi à maintenir une paix sociale, il faut bien le reconnaître, grâce à une politique qu'on appelle au Gabon la géopolitique, qui consiste à répartir la rente entre les différentes forces ethniques et régionales, de façon à ce que tous les groupes qui comptent dans le pays aient leur part du gâteau. Le Gabon est également confronté à un énorme exode rural. 80% de la population gabonaise vit désormais dans les villes. Les laissés pour compte sont aujourd'hui les jeunes urbains qui n'ont pas réussi à trouver un emploi dans une fonction publique saturée et qui butent sur une économie trop peu diversifiée.